Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau live. Je suis Sixtine et avec MyFuture, vous le savez, on essaie de vous faire découvrir un maximum le monde professionnel. Et quoi de mieux que pour faire un live métier. Donc un live métier, on va venir interviewer des professionnels, ça coule de source, qui vont venir nous parler de leur métier, de leur parcours, de ce qu'ils aimeraient, ce qu'ils n'aimaient pas dans leur métier, etc. Bref, on va aller voir le sommaire, ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Mais juste avant, je tenais à vous dire que ce live est en partenariat, je vais y arriver, partenariat avec l'Opco Santé, qu'on remercie beaucoup parce que ça fait du bien de travailler ensemble. En plus de ça, on a de super intervenants. Comme vous avez pu le voir, si vous avez déjà suivi un peu nos live métiers précédents Opco Santé. Voilà, alors on a une modération, comme vous avez pu aussi le constater dans les commentaires avec Cindy, la grande Cindy de chez MyFuture. Elle aussi, vous commencez à la connaître si vous suivez nos lives fréquemment. Et puis, j'en profite pour faire un bonjour aux collèges qui nous ont rejoints. Donc, nous avons le collège Louis-Armand, Villard de Honnecourt, Gaston Crampe. D'ailleurs, je viens de voir que Catherine a commenté sur le chat, donc je vous fais un coucou très spécialement. Le collège Dulcie, September aussi, coucou. J'ai vu qu'il y avait des grèves en ce moment, donc j'espère que ça va quand même. En tout cas, merci d'être connectés, ça fait super plaisir et on attend vos questions avec impatience. Ensuite, on a le collège Saint-Joseph, Marie Curie à Tourcoing, Saint-Paul, le collège Albert Camus et enfin le collège Antoine de Saint-Exupéry. Si j'ai oublié de mentionner votre établissement, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Et oui, le chat, c'est vraiment important pour qu'on discute tous ensemble. Comme c'est une interview, on est dans un live, le but, c'est vraiment que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Donc voilà, si vous avez des questions, il n'y a pas de questions bêtes, on ne le répétera jamais assez. N'hésitez pas, c'est le moment, sachant qu'en plus de ça, l'intervenant d'aujourd'hui est super cool. Voilà, je vous spoil déjà cette partie, vous allez le voir juste après. Et je vous propose qu'on regarde tout de suite le sommaire ensemble pour voir ce dont on va parler. Alors c'est parti, vous le voyez s'afficher, on va commencer à voir en quoi consiste le métier de notre intervenante, on va voir le cas concret pour être sûr d'avoir bien tout compris. Ensuite, on va aller voir son parcours, ce qu'elle préfère et ce qu'elle aime le moins dans son métier, et on terminera avec anecdote cliché. Comme d'habitude, voilà, ça commence à être une mécanique un petit peu bien enclenchée. Voilà, sans plus attendre, parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé, on va retrouver Cindy, qui est notre intervenante d'aujourd'hui. Bonjour Cindy, comment est-ce que tu vas ? Bonjour Sixtine, bonjour à tous. Écoutez, je vais très bien, je vous remercie. Bon, déjà, je suis très frustrée parce que j'ai appris que tu étais à côté de Montpellier et qu'à côté de Montpellier, il y avait un grand soleil, alors que je suis en Île-de-France et il pleut. Donc alors, Cindy, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis éducatrice spécialisée. D'accord, alors qu'est-ce que ça veut dire en large, enfin en gros vraiment, éducatrice spécialisée ? Parce que c'est vrai que c'est un terme qu'on entend parfois, mais moi je me suis jamais vraiment posé la question, qu'est-ce que ça voulait dire ? Alors, être éducatrice spécialisée, c'est accompagner des personnes qui sont en difficulté. Ça va de la petite enfance à l'âge adulte. Et ce qui est super dans ce métier, c'est qu'on est spécialisé en divers publics, que ce soit dans le domaine du handicap, mais aussi dans le social, etc. D'accord, donc en fait c'est un métier dans lequel tu peux commencer ta carrière dans un domaine et le terminer dans un autre. En fait, tu peux bouger, tu t'ennuies jamais vraiment. Oui, Ok. exactement. Et est-ce que tes missions du coup vont changer en fonction du public sur lequel tu exerces ton métier ? Alors, il y a des choses qui ne changeront pas, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un métier d'accompagnement où on se doit de prendre en compte la demande de la personne. L'idée, c'est vraiment pas de faire à la place d'eux, mais bien d'accompagner les personnes en difficulté. Donc ça, on travaille aussi à partir d'un projet, en fait, chaque année, la loi, parce qu'il faut respecter tout ce qui est réglementaire. Chaque année, il est prévu qu'avec la personne, on puisse vraiment échanger sur son projet de façon formelle autour d'une table et qu'on puisse définir ensemble des objectifs en fonction des besoins de la personne et de ses envies aussi, parce que ça, c'est très important. Et donc ça, peu importe le public avec lequel on travaillera, ce sera toujours la même chose. Il faudra effectivement établir un projet de la personne. Ok, donc c'est vraiment de l'aide à la personne, de l'accompagnement, ce métier. Tout à fait. Faut aimer les gens.
D'accord. Tu nous as partagé quelques petites photos, comme ça on va pouvoir les montrer un peu en même temps qu'on explique un peu mieux ton métier. Alors au tout début, on te voit avec quelqu'un, donc ça peut être par exemple un style de rendez-vous que tu peux avoir avec quelqu'un que tu vas accompagner. Oui, tout à fait. D'accord. C'est-à-dire qu'on va avoir des entretiens individuels. On va pouvoir échanger en toute confidentialité sur les envies, les attentes de la personne. Et en fait, on va définir ensemble des objectifs. Et ces objectifs-là vont être travaillés ou en individuel ou en collectif à travers des activités éducatives. Ok, et alors toi, à proprement parler, dans quel secteur du coup tu exerces? Alors, moi, je travaille dans le médico-social, c'est-à-dire que j'accompagne, je travaille dans un ESAT, dans une section annexe. Une section annexe, c'est un dispositif, c'est-à-dire c'est un lieu où on accueille des travailleurs en situation de handicap et dont on travaille le fait que, en fait, travailler toute la journée, pour certaines personnes, ça peut être compliqué. Soit parce qu'ils sont jeunes et qu'ils sortent d'établissements enfants et que toute une journée au travail où on va leur demander de produire, c'est difficile. Soit parce qu'ils sont en fin de carrière et qu'il faut préparer la retraite. Donc, ils viennent en section annexe et on va travailler des activités. On va travailler leur autonomie. L'autonomie, c'est quelque chose qui est vraiment important pour se sentir bien, pour savoir faire les choses seul le plus possible, hein, en fonction des capacités de chacun. Et donc, tout ça, ça se travaille. D'accord, ok. Bah, très bien, donc j'imagine que tu vois plein de personnes différentes aussi, ça aussi. Qu'est-ce qui peut être difficile dans ton métier? Parce que j'imagine que bon, voilà, quand on parle d'un métier qui est centré sur l'humain, donc sur les rencontres, bah, on croise énormément de caractères différents. Comment est-ce que toi tu fais pour t'adapter? Alors ça s'apprend, hein. Il y a 3 ans de formation, donc et puis ça s'apprend tout au long de la vie, au contact de d'autres professionnels. Le travail en équipe est quelque chose de très important, hein, dans ce métier. Il faut aimer travailler en équipe. En fait, effectivement, chaque personne est différente. Chaque personne a des envies, des attentes, des difficultés qui sont différentes. Et il faut être en capacité de s'adapter parce que l'idée, c'est vraiment de leur apporter un accompagnement personnalisé. Ça, c'est un mot qui est important aussi dans notre métier. Donc, notre travail, c'est vraiment de s'adapter. Donc, il faut en avoir envie. Déjà, en premier lieu, il faut aimer toujours réajuster, toujours proposer de nouvelles choses et observer aussi, voir si ce qu'on a proposé, ça peut convenir à la personne ou s'il faut se réajuster. Il faut savoir se remettre en question. Ça, c'est quelque chose qui est important aussi. J'imagine que c'est pas toujours simple, mais qu'en même temps, c'est ça qui permet de faire un beau métier par la suite. Et là, alors, la deuxième photo, c'est avec des personnes, on dirait une réunion. C'est avec qui, du coup? C'est avec tes collègues, comme tu disais que c'était en équipe, ou est-ce que ça peut être plusieurs personnes à la fois? C'est quoi? Effectivement, ça peut représenter des activités en collectif parce que notre particularité du métier, c'est vraiment de faire de l'individuel dans le collectif. C'est-à-dire qu'on va comme ça osciller entre un accompagnement individuel, mais en même temps, on fait partie d'un groupe, on est dans un groupe, donc il y a des règles de groupe qui s'appliquent, etc. Mais ça peut aussi représenter les réunions. Il y a de nombreuses réunions pluriprofessionnelles, c'est-à-dire avec plusieurs métiers autour de la table, ou pluridisciplinaires, c'est-à-dire avec des disciplines différentes. Ça peut être le coordinateur médico-social, ça peut être la directrice, ça peut être ma collègue avec qui je travaille chaque jour, qui est monitrice éducatrice, ça peut être aussi avec les moniteurs d'atelier, puisque je suis dans un endroit où les travailleurs travaillent, donc il y a des moniteurs d'atelier, la psychologue, l'assistante de service social. Donc voilà, tous ces métiers qui gravitent autour de la profession d'éducateur spécialisé et qui surtout gravitent autour de la personne. Mais ça, on a beaucoup de chance en France, c'est d'avoir autant d'aide au travail, d'avoir autant de possibilités, d'avoir autant de professionnels qui nous entourent, là, comme tu nous en as cité certains. Et j'en profite d'ailleurs, légère parenthèse, pour dire coucou au collège Louis Armand qui vient de nous rejoindre. Et je rappelle que vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions, sentez-vous libre de le faire. Donc oui, donc ça, c'est vraiment une chance qu'on a en France pour ça. Et la troisième photo, je vois une poignée de main, c'est quoi? Ça va être un accord avec les personnes que tu suis, de trouver les réponses en fait à leurs questions, à leurs solutions, enfin leur proposer des solutions plutôt.
Alors, ça peut être aussi, ça peut être ça, hein, le fait qu'effectivement, on s'engage à les accompagner et à les accompagner selon leurs possibilités, leur envie. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important, hein. Déjà, en premier lieu, pour respecter le cadre législatif, pour respecter toutes ces lois, parce qu'il y a plein de lois qui régissent notre métier, mais aussi parce que c'est tout à fait normal, parce que c'est des personnes à part entière, même si elles ont des difficultés, et que c'est tout à fait normal qu'elles puissent être maîtres de leur avenir. Et on appelle ça l'autodétermination. C'est vraiment respecter le fait que on n'a pas à décider à la place des autres, hein. Ça, c'est vraiment un point qui est essentiel. Mais cette photo peut aussi représenter tout ce qui est partenariat. C'est aussi un mot qu'on entend beaucoup dans notre métier, où en fait, cette idée que tout seul, on est limité. Et l'idée que plus on crée des liens, en fait, plus on travaille en équipe, mais vraiment de façon élargie, plus on fait appel à nos connaissances, à notre réseau, à toutes ces associations qu'il y a autour et qui peuvent nous venir en aide aussi, et on peut s'aider mutuellement. Donc, c'est faire venir des associations sur tout ce qui est addictologie, hein, ça, c'est un mot qui est important. Donc, c'est tout ce qui est conduite à risque, mais aussi d'autres styles d'associations. Et donc, en fait, on signe des conventions, comme on appelle, et où on va vraiment rédiger de part et d'autre à quoi on s'engage et quelles sont les modalités, c'est-à-dire tous les combien on va se voir, qui c'est qui vont rencontrer, sous quelle forme, etc. D'accord, alors ouais, c'est un métier vraiment qui est hyper riche, où il y a beaucoup, beaucoup de choses différentes à faire. Justement, est-ce que tu pourrais un peu nous donner une journée type? Donc peut-être qu'il y en a pas forcément, mais avoir un peu une idée de toutes les tâches que tu peux avoir à faire. Est-ce que tu dois traiter des mails? Est-ce que tu as beaucoup plus de rendez-vous à la journée, ou au contraire, tu passes, il y a un moment où après le rendez-vous, peut-être que tu vas faire des recherches pour aider les personnes? Comment ça se passe? Alors, il y a des journées types et pour autant, il y a des fois où cette journée est bousculée parce que les personnes ont des problématiques là tout de suite qu'il faut régler, qui sont urgentes, et donc du coup, on fait par priorité. On met un petit peu de côté ce qu'on avait prévu, qui est peut-être moins urgent dans un premier temps, pour aider donc les personnes. Donc voilà, c'est encore une des capacités d'adaptation que ce métier demande. Et surtout, après, tout ce qui est rencontre avec la personne ou activité, etc., ce qui va nous être demandé, c'est de pouvoir écrire, faire des transmissions qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il y a un dossier de la personne et en fait, on va noter voilà, comment ça s'est passé, quels sont les points qui a eu des améliorations, les points à nouveau à travailler. Et c'est important que vraiment les étudiants aient en tête qu'il faut aimer écrire, en fait, parce que c'est vraiment le cœur de notre métier aussi, de pouvoir retracer et transmettre, parce que aujourd'hui c'est moi, demain c'est peut-être quelqu'un d'autre, etc. Et l'idée, c'est que la personne, elle ait vraiment son dossier qui soit complet et qu'elle puisse voilà, s'approprier, et que ça soit moi ou quelqu'un d'autre, qu'elle ait le même type d'accompagnement, en fait. D'accord. Ok. Très bien. Et alors là, on voit en bas à gauche un schéma. Qu'est-ce que c'est? Alors, par exemple, c'est une activité donc entre femmes qui est proposée à certaines travailleuses donc de l'ESAT où je travaille pour aborder des thèmes spécifiques autour de la femme. Ça va être la contraception, la ménopause, la vie amoureuse, la vie affective, etc. Et donc, on va prendre un temps et on va pouvoir visionner des vidéos où on va nous expliquer ce que c'est, mais également pouvoir échanger entre elles. Et mon rôle, ça sera vraiment qu'il y ait une discrétion au niveau de ce groupe, bien leur expliquer que ce qui se dit dans ce groupe ne doit pas être dévoilé pour que tout le monde se sente en confiance, et puis que la parole puisse se libérer de façon à ce qu'elles se rendent compte que les questions qu'elles se posent, comme vous le disiez, Sixtine, ce n'est pas des questions bêtes, pas du tout, et qu'en fait, à un moment donné, on s'est toutes posé ce genre de questions. Voilà, donc ça c'est pour la première image. Et la deuxième image, c'est un exemple de partenariat qu'on a eu avec la gendarmerie.
Et l'idée, c'était vraiment de repréciser ce qu'est le racket, le fait que ce soit puni par la loi et les sensibiliser pour qu'ils ne soient ni victimes, ni à l'origine d'eux, leur expliquer la différence entre se prêter quelque chose et savoir se le rendre et pas insister si la personne ne le souhaite pas et à quel moment on peut basculer dans le racket. Donc, on est vraiment sur un métier de sensibilisation parce que si on sensibilise en amont, eh ben, peut-être qu'il y aura moins de passage à l'acte sur plein de sujets comme ça. Totalement. Et puis là, il y a un terme, un mot que tu as employé qui, pour moi, veut un peu tout dire et qui doit être un peu clé dans ton métier, c'est la confiance. Parce que là, tu rentres un peu dans l'intimité des gens sur certains soucis, ou du moins, en tout cas, tu vas essayer de débloquer des problèmes qu'ils peuvent avoir. Et ça, j'imagine que la relation de confiance, il faut déjà la baser, en fait, parce que, enfin, faire des bases. Parce que si tu arrives tout de suite, tu croises quelqu'un et tu dis, alors toi, tu as ce problème et je vais t'aider à le régler, ça peut pas forcément être bien pris. Comment tu t'y prends justement pour gagner cette confiance? Alors, cette confiance, moi en tout cas, ce que j'ai pu observer, c'est vraiment en étant au quotidien avec eux, en fait, en partageant des choses. Ça, c'est vraiment important. Effectivement, quand je suis arrivée, ils ne me connaissaient pas. Donc, certains ont la relation facile et vont venir se raconter et d'autres, ça va être plus compliqué. Il faut que le temps s'installe. Il faut qu'on puisse partager des choses heureuses ou un peu plus difficiles et puis qu'ils sentent qu'on est là, en fait, que si besoin, on est disponible. Et c'est dans ce quotidien-là que se crée cette relation de confiance. Bah oui, forcément. Ok, très bien. Merci pour ces réponses. Alors, on a une question dans le chat d'Alexandra qui ouvre le bal et qui te demande quels sont les horaires de travail. Alors, ça dépend le type d'établissement. Moi, par exemple, aujourd'hui, je suis dans un établissement dit externat, c'est-à-dire qu'ils arrivent le matin à 8h, à 16h30, ils partent. Voilà, ça, c'est de l'externat. L'internat, c'est quand il y a de l'hébergement, c'est quand on y dort, quand c'est des structures où on y dort. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, ça peut commencer à 7h le matin, terminer vers 21h30, 22h, tout dépend les horaires de l'établissement. Mais on peut aussi travailler les week-ends dans ce type d'établissement-là, oui. D'accord, donc ça dépend totalement d'où est-ce qu'on est embauché au final. Oui, tout à fait. Ok. Et là, tu disais aussi que du coup, tu étais aussi dans un collège, c'est ça? Alors, disons que je participe à un forum des métiers chaque année dans un collège où je vis, dans la ville où je vis. Et j'ai mon fils qui est scolarisé dans ce collège-là. Et on rencontre des troisièmes en vue de leur orientation. Et voilà, les métiers d'éducateurs spécialisés, mais il y a aussi moniteur éducateur, où la formation est sur 2 ans, tandis que éducateur spécialisé c'est sur 3 ans, sont des métiers où les employeurs recrutent. On n'a pas de difficulté à trouver du travail dans ces métiers-là. Voilà. Ok, bon, un bon point. Bah, merci beaucoup. Écoute, je te propose en bref qu'on passe au cas concret pour voir si on a bien tout compris. Donc, alors, dans quelle mission tu as dit accompagner une personne selon son projet, ses besoins? Je vais y arriver, ce matin, j'ai du mal. Ça, effectivement, c'est ce qu'on a compris. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de projet, par exemple, auquel ça a pu aboutir avec quelqu'un que tu as pu suivre? Oui, le projet, ça peut être prendre un appartement, par exemple, quelqu'un qui vit en foyer d'hébergement et qui souhaite prendre un appartement, par exemple. Donc, l'idée, ça va être de travailler avec lui son autonomie, c'est-à-dire est-ce que je suis en capacité de savoir me faire à manger? Est-ce que je suis en capacité de me faire mes machines? Est-ce que je suis en capacité d'aller faire mes courses? Est-ce que je suis en capacité d'entretenir mon logement? C'est ça, prendre un appartement. Voilà. C'est vrai. Donc, ça peut être effectivement le projet d'une personne, oui. C'est vrai que c'est génial ton métier pour le coup, parce que je me dis, moi, je veux bien avoir une petite séance avec toi, comme ça peut m'aider pour plein de choses. En fait, c'est utile à tous, en fait. C'est ça qui est super. C'est que tu peux aider tout le monde. Alors, du coup, dans les problèmes, tu dis envie des personnes pas en adéquation avec les besoins identifiés. Donc, ça peut être quoi, par exemple? Alors, ça peut être, par exemple, quelqu'un qui souhaiterait travailler à temps complet sur l'atelier, mais qui a une grande fatigabilité et qui, pour le moment, n'est pas en capacité d'y travailler toute la journée, mais juste à mi-temps.
Donc, c'est quelque chose qu'on va pouvoir discuter, échanger, lui montrer qu'effectivement, lors des activités, quand on s'endort, c'est difficile de pouvoir aller sur l'atelier où on est sollicité, où il faut rendre un travail, même si c'est un travail adapté, il faut quand même rendre un travail. Donc, l'idée, c'est de pouvoir soit l'orienter vers des médecins et parfois prendre un traitement adapté si les médecins estiment que c'est nécessaire. Et ça peut être aussi retourner un petit peu progressivement sur l'atelier et voir si une demi-journée par semaine de plus, puis une deuxième demi-journée, et puis petit à petit, le but, c'est pas de dire à la personne non, parce que qui on est, nous, pour dire non, mais c'est à un moment donné, lui dire, tu sais, si tu t'endors sur ton poste de travail, tu peux te blesser, tu peux tomber, et c'est des ateliers, donc potentiellement, il y a des choses qui peuvent être tranchantes, qui peuvent blesser, et si tu t'endors, c'est pas sécurisé pour toi d'aller sur l'atelier toute la journée. Voilà, c'est vraiment dans un dialogue, en fait, et c'est vrai que on aimerait leur faire plaisir, c'est pas la question, mais l'idée, c'est quand même de les sécuriser dans leur quotidien, en fait. Puis de les accompagner, encore une fois, pour que ce soit au mieux aussi pour eux, parce que c'est pas forcément juste pour dire ah non, on veut pas que tu aies un plein temps, mais c'est effectivement, comme tu disais, dans l'accompagnement pour que ces personnes vivent encore mieux leur vie qu'ils le vivent actuellement. Donc dans les solutions, discuter, conseiller, prestation. Prestation, c'est quoi? Alors, prestation, disons que ça peut vouloir dire de mettre en place des activités qui vont, je pense notamment à ces jeunes gens qui arrivent dans le monde du travail aux alentours de 20 ans. Et l'idée, c'est vraiment de leur apprendre à se concentrer, à se motiver, à travailler d'autres choses autour de façon à ce qu'ils puissent réintégrer leur atelier à temps plein toute la semaine, donc en leur proposant des activités en lien avec le côté professionnel. Ok, pour ça, encore une fois, personnalisé. Voilà. Très bien. Alors, on a une autre question dans le chat. On te demande quelles sont les études à faire pour être éducatrice spécialisée. Donc, ça tombe très, très bien parce que c'est la prochaine slide. Voilà, incroyable. Donc, tu nous as dit que tu étais une élève moyenne mais travailleuse, que tu as fait un bac économie et que tu as fait une reconversion durant ton bac pour un bac littéraire. Est-ce qu'à ce moment-là, tu savais déjà ce que tu voulais faire plus tard ou pas vraiment? Alors, non. Mais par contre, je m'étais dite que j'allais choisir mes options en fonction de ce que j'aimais ou de ce que j'aimais moins, ou en tout cas d'où mes notes pouvaient m'orienter. Donc, effectivement, je suis allée en bac économique et social, mais il y avait encore trop de maths, trop de statistiques, etc. Donc, je suis allée faire, j'ai été orientée vers une terminale et un bac, une première et une terminale bac littéraire. J'avais gardé une option maths parce que je voulais pas, comme je savais pas encore ce que je voulais faire, je voulais pas plus me fermer toutes les portes. Voilà. Tu as fait partie des seules courageuses à prendre l'option maths. En général, quand on part en littéraire, on est bien content de les laisser tomber. Donc après, j'ai fait 4 années de psychologie clinique santé mentale parce que je voulais passer un diplôme je voulais passer un concours, et ce concours, c'était au bout d'un bac plus 4. Et puis finalement, j'ai mûri, j'ai changé d'avis et j'ai eu envie, du coup, de présenter le concours d'éducateur spécialisé, parce qu'à ce moment-là, c'était donc sur concours, et je l'ai fait en alternance, c'est-à-dire par la voie de l'apprentissage, ce qui est toujours possible actuellement. C'est-à-dire que j'alternais avec un patron et les études. Donc, j'étais payée. Ça, c'est une donnée qui est intéressante. J'étais payée. Et en plus de ça, j'étais sur le terrain. Donc, ça me permettait d'être au contact de professionnels, au contact de maîtres d'apprentissage qui m'ont permis de travailler ma posture professionnelle, de travailler la relation d'aide, la relation d'accompagnement. Et j'allais une semaine par mois, à l'IRTS, parce que c'est à l'IRTS que ça se passe, au CMEA. Enfin, c'est des écoles spécialisées dans tous ces métiers d'accompagnement.
Donc, c'est encore possible actuellement, ça se développe même. Hein. Moi, c'était il y a 14 ans, donc voilà, c'était le tout début. Mais voilà, par la voie de l'apprentissage, ça peut vraiment être une alternative intéressante pour les étudiants qui en ont assez d'être toute la journée en cours et qui ont besoin de concret. Bien sûr. On a du coup une question vraiment sur le chat de Alio qui te demande pourquoi avez-vous choisi ce métier au final? Alors, c'est un métier que j'ai pu découvrir au travers mes stages en psychologie et je trouvais que c'est ce qui me correspondait davantage en fait. Vraiment ce côté au quotidien avec les personnes, cette proximité, cette quotidienneté qu'on n'a pas en tant que psychologue, hein, tout simplement, puisque les entretiens, les rendez-vous se font tous les mois, on va dire. Là, c'était vraiment quelque chose Et puis, ça me parlait davantage et c'était vraiment, je me suis reconnue à travers les missions d'éducateurs spécialisés. Ça me convenait. C'était vraiment quelque chose fait pour toi au final. Et est-ce que c'est une branche du coup qui recrute quand même pas mal? Oui. Ouais. D'ailleurs, vous avez pu avoir vu des pubs, hein, puisqu'ils passent aussi des annonces à la télé pour dire que ce secteur recrute. Donc, effectivement, hein, il n'y a pas de difficulté pour trouver du travail. Ça, il n'y a pas de souci. Ça, c'est bien. Le fait de cette diversité, on peut se permettre de dire ce public-là, après avoir fait des stages, hein, bien sûr, il ne faut pas rester sur des a priori, mais après avoir fait des stages, se dire, bon, ce public-là, pour l'instant, ce n'est pas le public vers lequel on a envie de tendre, mais plutôt, et en fait, c'est en ça qu'on ne s'ennuie jamais, parce qu'on peut très bien changer de public quand on le souhaite et avoir l'impression que notre métier est du coup différent, même s'il y a quand même les grandes bases qui sont les lois, hein, que ce soit un public ou un autre, les lois restent les lois, mais il n'empêche qu'au quotidien, nos missions sont quand même différentes suivant le public qu'on accompagne. Un adulte qui travaille par rapport à un enfant, c'est tout simplement pas la même chose. Bien sûr, c'est sûr que c'est pas le même accompagnement. Alors, dans le chat, on a une autre question, là, cette fois-ci, du collège Louis-Armand. Donc là, tu es libre d'y répondre ou non, c'est vraiment comme tu le sens. On te demande la rémunération que tu peux avoir. Donc là, tu peux donner une fourchette assez large si tu veux, mais en tout cas, plutôt en parlant de net par mois pour faire ce métier en tant que débutant, par exemple. Alors, c'est quelque chose qui a pu évoluer ces derniers temps. Suite à la crise Covid, en fait, on a eu une prime qui s'est ajoutée à notre salaire, qui n'est pas négligeable du coup. Mais en fait, le salaire dépendra de l'endroit où on travaille. C'est-à-dire que si on est en externat, si on est en internat, il y a une prime d'internat, il y a des primes week-end également. Donc, en fait, on est davantage récompensé de prendre comme ça du temps où les gens sont d'habitude chez eux, en famille. Ben nous, si on est au travail, si on passe les week-ends au travail, effectivement, on va être rémunéré, on va être payé davantage que si on a des horaires plus classiques, 9h, 16h. Mais il y a une grille en fait, donc c'est-à-dire qu'on est tous payés pareil quand on débute. On est avec cette prime maintenant qu'on appelle le Ségur. On est quand on démarre à 1400 € net environ. Et ensuite, on a un coefficient qui augmente et qui nous permet en fait en fin de carrière d'être à je ne sais pas exactement, parce que moi, je ne suis pas en fin de carrière, mais aux alentours de 2004, peut-être, 2005, dans ces eaux-là. Mais bon, voilà, tout dépend. C'est vrai que la prime d'internat et la prime de week-end est quand même quelque chose d'intéressant, hein, financièrement, on ne va pas se le cacher. Ok, génial. Merci beaucoup pour ta transparence en tout cas. Et je te propose qu'on revienne un peu sur ce que tu préfères, ce que tu aimes un peu moins dans ton métier. Dans ce que tu préfères, tu nous as dit la relation avec les personnes accompagnées. Donc forcément, si tu n'aimais pas ça, il y aurait un problème, je pense. Et la recherche de partenaires. Alors, c'est quoi la recherche de partenaires ? Alors, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pouvoir, pour enrichir le quotidien des personnes, pour enrichir leurs connaissances, c'est faire appel à d'autres associations, faire appel à d'autres professionnels qui vont venir leur expliquer ce en quoi ils sont spécialisés. Donc, c'est ça la recherche de partenaires, parce que vraiment, tout seul, on ne fait pas grand-chose.
OK, d'accord, donc j'y comprends un peu plus. Ensuite, dans les choses que tu aimes le moins, tu as dit l'administration longue. Bah, on en parlait tout à l'heure, donc il y a une part quand même assez, derrière un bureau, à devoir, remplir des dossiers, j'imagine, pour l'administration? Ouais. C'est ça, c'est ça. Effectivement, des fois, on préférerait que ce soit plus rapide, mais comme on passe d'intermédiaire en intermédiaire et que les dossiers sont, il faut le temps qu'ils soient traités, qu'il y ait une décision qui soit prise et ensuite qui nous soit envoyée pour qu'on en ait connaissance. Tout ça, prend du temps. Voilà. Donc, moi, c'est ce que j'aime le moins. Bah, ouais, mais je comprends. C'est sûr que ça doit être un peu frustrant parfois de te dire: «Ah bah, tu es un peu bloqué à cause de ça», mais bon. Et tu dirais que c'est un métier quand même qui se passe, enfin, est-ce que des fois tu peux te déplacer pour ces rendez-vous ou pas du tout? Oui, bien sûr. Alors après, voilà, tout dépend où c'est qu'on travaille, mais moi, dans mon métier, on a des véhicules à disposition, déjà ne serait-ce que pour amener les personnes dans des activités, que ce soit en musicothérapie, à l'aquagym, au musée, etc. Donc déjà, Ah, on se déplace et, et ensuite, on peut effectivement se déplacer pour des journées portes ouvertes, des rendez-vous, des rencontres avec des partenaires, etc. Oui, oui, c'est un métier où on nous demande d'être nous-mêmes autonomes. Donc ça, c'est important d'être autonome et de savoir rendre compte. C'est-à-dire, comme on ne travaille pas tout seul dans son coin, l'idée, c'est vraiment de pouvoir à l'écrit, passer à l'écrit et noter ce qu'on a fait pour qu'il y ait une trace. Oui. Ça aussi, ouais, c'est important. Et du coup, bon, si on vient un petit peu globalement sur les qualités à avoir et les défauts qu'il vaut mieux pas trop posséder, les qualités, on revient sur l'autonomie, on va revenir sur le relationnel, sur l'organisation, j'imagine aussi, l'envie aussi peut-être de faire des recherches, d'aller vraiment s'investir, on va dire, dans chacun des cas. Qu'est-ce que pourrait y avoir d'autre? C'est important cette histoire de recherche, Sixtine, parce qu'effectivement, il y a aussi cette histoire de recherche parce que les lois, elles bougent tout le temps. Donc, on appelle ça faire une veille professionnelle. Et je pense que dans de nombreux métiers, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire, tiens, je me mets un petit peu au goût du jour et je vais voir un petit peu ce qu'il est sorti comme nouvelle loi, comme décret, qu'est-ce qu'il va falloir que j'applique, etc. C'est important, cette veille professionnelle. Totalement, ça j'imagine que comme tout bouge et tu nous parlais aussi, bah, c'est relié aussi à l'administration, j'imagine. Qu'il y ait aussi parce que là, ça peut bouger dans un bon sens pour quelque chose et après se dire: «Ah mince, du coup l'administration, je suis plus à jour, va falloir que je cherche». Est-ce que du coup tu as des formations encore une fois que tu es employé? Est-ce que c'est possible Oui. de suivre des choses? Parce que j'imagine que quand il y a des choses qui changent, vaut mieux être au courant. Oui, 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 bien sûr. Donc ça, c'est chaque direction qui envoie effectivement ses collaborateurs faire des formations. On peut aussi nous-mêmes en demander, en dire que voilà, ça ou ça ou ça, en fonction du public qu'on accueille, on aimerait être davantage informé, etc. Donc ça, il y a pas de souci là-dessus. Et puis, il y a aussi certains sites auxquels on peut s'abonner à la newsletter qui, en fait, toutes les semaines, vont nous envoyer les nouveautés, etc., les nouveaux dispositifs ou les essais ou les nouveaux décrets, les nouvelles lois, de façon à ce qu'on puisse être informé sans forcément aller chercher partout parce que des fois, on se perd un peu sur Internet, on sait, à force qu'il y ait trop d'informations, on ne sait plus laquelle est la bonne, etc. Là, c'est des sites fiables qui nous envoient toutes les semaines, voilà, et puis on parcourt ce qui nous intéresse davantage, voilà. Trop bien. OK, bah, merci beaucoup. On va pouvoir passer à la suite et la dernière slide déjà, le temps passe très vite visiblement. Alors du coup, tu nous as dit réussir à gagner la confiance des personnes pour mieux les accompagner. Ah bah tiens, ça c'est royal. On en a parlé juste avant, mais là peut-être si tu as d'autres choses, à développer à ce niveau-là, parce que ça j'imagine que c'est passionnant. Alors, ça veut dire aussi par moment savoir se surpasser, aller au-delà de ses limites. C'est-à-dire que on avait été, par exemple, invité par le maire de la ville à une fête foraine. Et Ouais, ils avaient tous envie de monter dans manège? un grand manège qui tourne très vite dans un sens et puis très vite dans l'autre. Moi, j'avais pas trop envie, mais je pouvais pas me dégonfler. Et puis, ils avaient surtout très envie de me voir avoir peur parce que Bah oui.
En fait, parce qu'au quotidien, ils sont parfois en difficulté, parfois à pleurer, parfois à être contrariés. Et puis nous, ils nous voient d'humeur égale ou en fait, nos soucis personnels, ça, il faut savoir le faire aussi, ces soucis personnels de côté. Là, ils avaient envie de nous voir dans une situation où nous aussi, on avait peur et nous aussi, on n'était pas à notre aise. Et du coup, je suis bien montée sur ce manège et j'en suis ressortie blanche. Mais eux, ils ont Ça, j'imagine. Mais ça, c'est super. Mais c'est intéressant ce que tu dis juste avant aussi. C'est ça, c'est réussir. Parce que dans tous ces domaines qui touchent à la psychologie, c'est vrai qu'il faut faire une barrière entre notre monde professionnel, donc notre travail, et notre nous intérieur. Parce que j'imagine que tu dois entendre des trucs qui peuvent parfois être difficiles ou faire face à des personnes qui ont des humeurs aussi. Quel peut être ton conseil pour les jeunes qui aimeraient travailler dans ces milieux pour pouvoir mieux le vivre et pouvoir durer plus longtemps dans ce métier? Alors effectivement, on travaille avec l'état d'âme des gens, avec ceux qui traversent. Ça peut être des choses positives, mais aussi des choses négatives. Sinon, on serait pas là. Ils n'auraient pas besoin de nous, pardon. En fait, il va y avoir comme ça quelques outils. Ça va être de pouvoir le discuter en équipe, dire oulala, là, ça m'a vraiment été compliqué parce qu'on n'est pas des robots, donc à un moment donné, on travaille avec qui on est, avec notre sensibilité, et même si on est formé, on n'est pas des super éducateurs. Donc c'est de pouvoir dire à ses collègues oula, là, ça m'a vraiment été compliqué d'annoncer ça ou de travailler sur telle chose, ça me fait beaucoup de peine, j'ai du mal à prendre de la distance. Donc ça, c'est en le discutant en équipe. Et puis, on a aussi des réunions qui s'appellent des APP, et c'est des endroits où il y a une psychologue qui vient, qui ne fait pas partie de l'établissement, et où on va pouvoir, en toute confidentialité, déposer, expliquer, raconter ce qu'on a eu du mal en fait à digérer, ce qui a été compliqué pour nous. Et donc, elle va pouvoir, de par son métier, nous aider à prendre de la distance et nous aider la prochaine fois qu'on sera amené à vivre cette situation, à savoir ne pas mêler notre nous personnel à notre côté professionnel. Oui. Ça, c'est tellement difficile. Ça, pour ça, je t'admire. Donc, et puis, merci de faire des métiers parce qu'on a besoin de ces métiers justement pour aider les gens. Et ça, c'est génial. Enfin, moi, je trouve ça super quand je rencontre des professionnels qui le font parce qu'on sent qu'ils sont passionnés, c'est important. On sent qu'ils aiment aider. Et ça, j'imagine que c'est vraiment très, très important. Et en plus de ça, il y a une sorte, je ne vais pas dire sacrifice, parce que sacrifice, c'est un peu fort comme mot, mais il y a un échange de personnes, un partage qui est beau à voir. Et ça, pour le coup, vraiment, merci beaucoup de faire ce métier. Ouais. Et sinon, du coup, pour terminer, je vais regarder s'il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas à en poser une petite dernière avant qu'on se quitte. On a encore quelques minutes. Mais du coup, est-ce que tu aurais un dernier conseil, un dernier message à faire passer aux jeunes qui nous regardent? Oui. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est ne vous stressez pas si vous savez pas encore quel sera votre métier, comment vous orienter. C'est hyper difficile à vos âges et même un peu plus âgés. On a peur de prendre la mauvaise décision et ce qui est chouette à l'heure actuelle en France, c'est qu'on peut changer de métier. Et ça, c'est le top, en fait. Donc, voilà, ne vous stressez pas. Essayez de travailler au mieux, au maximum et donner le meilleur de vous-même parce que de toute façon, c'est ce qu'on vous demandera dans vos futurs métiers. À un moment donné, c'est de pouvoir faire le maximum. Voilà. Et puis, les choses, elles se feront d'elles-mêmes avec davantage de maturité en faisant justement avec ces lives de pouvoir rencontrer des professionnels, de pouvoir poser des questions. C'est comme ça qu'on affine nos envies, qu'on sait ce qu'on veut pas et ce qui davantage nous parle. Donc, ça va bien se passer. On est tous passés par là et en définitive, on a tous trouvé notre voie, quoi. Oui, c'est vrai, c'est important de le repréciser, effectivement. On a quelques petites questions dans le chat pour pouvoir finir ce live en beauté. Alors, on a le collège Louis Armand qui te demande en 3e quelles sont les matières les plus importantes pour votre métier. Moi,
moi, je vous dirais que ça serait bien de se perfectionner dans l'orthographe. Parce que quand vous écrivez à des mandataires judiciaires ou même à votre direction, c'est vrai que moins il y a de fautes et mieux c'est. Alors, les fautes, c'est toujours un peu pénible, hein, toutes ces règles de grammaire et tout ça. Mais en fait, on se rend compte que plus on grandit, plus on vieillit et plus on arrive. Voilà, ce qu'on avait du mal quand on avait 8 ans, ben quand on a 12 ans, si on se remet dans la règle d'orthographe, et ben finalement, on arrive davantage à la comprendre. Et avec des petits réflexes, on arrive à éliminer toutes ces fautes. Et c'est vrai que ça, attention, on peut être éducateur spécialisé et faire plein de fautes, c'est pas la question. Mais si vous arrivez à vous perfectionner dans l'orthographe, et ben n'importe quel métier que vous pourrez faire, c'est toujours plus agréable pour écrire, on se sent plus à l'aise et à lire aussi, évidemment. Totalement. Et oui, c'est vrai que l'orthographe, c'est hyper important. On a tendance à la mettre un peu de côté, mais je te rejoins là-dessus. C'est quand même très, très important. Ne serait-ce que pour faire des lettres de motivation, ce genre de choses. Ça en dit beaucoup de la personne. Donc, travaillez votre orthographe ou au moins soignez-la. Essayez de regarder un peu, même si vous ne connaissez pas toutes les règles de grammaire, vérifiez les mots sur Internet si vous n'êtes pas sûr de votre orthographe. On a une autre question de Aliou qui te demande quel CAP se rapproche le plus de votre métier? Il me semble qu'il y a, alors je ne sais pas si c'est un CAP ou un BEP, service à la personne. Alors je ne sais pas si c'est exactement comme ça, mais il me semble que c'est toujours le cas. Hein. C'est le BEP, service à la personne, qui se rapproche de tout ce qui est accompagnement. Et vous allez avoir une connaissance des publics en difficulté. Alors évidemment, c'est les débuts, hein. C'est vraiment une découverte de ces publics-là qu'il faudra approfondir si vous voulez en faire votre métier, mais ça peut effectivement se rapprocher, oui. Ok, bah merci beaucoup. Et on terminera sur ça et sur ce beau commentaire qui nous dit « Nous sommes obligés de vous quitter. Merci pour la richesse des informations et de l'expérience partagée avec nos élèves. » Bah, ça fait plaisir de la part du collège Gaston Crampe. Merci à vous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. N'hésitez pas aussi, il y a Cindy qui vous a fait parvenir un petit typeform, un petit lien où vous allez pouvoir donner votre avis sur le live. S'il vous plaît, prenez ces quelques secondes pour nous aider à nous améliorer. Plus on a d'avis, mieux les lives seront dans le futur. Donc, merci encore aussi, du coup, Cindy, pour ton approche, pour ta sensibilité, pour ta manière de parler de ton métier qui était très inspirante. Et puis, je te souhaite une très, très belle continuation aussi. Et puis, si tu veux revenir sur MyFuture, on sera très heureux de te revoir. C'est gentil, merci à vous. Avec plaisir. Et nous, on se dit à très bientôt pour un prochain live métier ou une visite virtuelle ou que sais-je. Regardez sur notre site internet, notre page d'accueil, il y aura tout le calendrier pour pouvoir vous inscrire à l'avance ou au moins noter la date sur votre calendrier. Voilà, merci beaucoup de votre attention. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Retrouvez-nous aussi sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, TikTok, Instagram, Facebook, même je crois bien. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça et puis à la prochaine. Salut à tous. Au revoir.